avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors, salut les darsters, c'est parti pour la vidéo FAQ, enfin, elle est là. Merci beaucoup d'avoir participé, hein. Il y a plus de 120 questions à traiter aujourd'hui. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de ma moitié qui me posera les questions. Avant ça, sachez que le résultat du concours sera à la fin de la vidéo. Donc je vous invite à patienter et puis à profiter de cette FAQ. Je vous remercie aussi, on est bientôt 700 sur la chaîne, c'est énorme. On est 660 je crois, enfin ça va très vite. Merci beaucoup, en tout cas, c'est parti. Salut tout le monde, on commence avec une première question qui en fait réunit 8 questions. Voilà, 8 questions un peu pareilles. On a Bajunia, Renina 974, Romain Chifolo, Michael Ferreira, Kevin Langlois, Baptiste Boyer, Florian Noiret et Skykev qui demandent quand as-tu commencé à jouer et comment ça t'est venu? Eh bien, salut les gars, il y a plein de pseudos que je connais là-dedans. J'ai commencé à jouer à 9 ans en fait, mes parents avaient un bar. Et ils avaient une Scorpion en format anglaise, donc c'était en électro. Hein. Et voilà, j'ai commencé à jouer comme ça à 9 ans avec les fléchettes toutes pourries qui donnaient avec les machines à l'époque. Mais bon, voilà, j'ai commencé comme ça. Et on va dire que j'ai pas joué pendant des années en fait. Et je m'y suis remis juste après le Covid. Donc ouais, 2020-2021. J'avais acheté une première cible Decathlon. Comme beaucoup, je pense, ici. Et voilà. Et après, j'ai continué. J'ai acheté sur une grande borne, en fait. Parce que je voulais me confronter à d'autres joueurs. Et puis, c'est surtout que je commençais à être un peu le plus fort, en fait, de mon entourage. Ça nous arrive à tous, hein. Du coup, les copains veulent plus trop jouer avec vous. Et, euh, et c'était sympa. Et puis, voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, et pour compléter ça, est-ce que tu saurais dire combien de temps tu consacres à cette passion actuellement? Euh, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Je dirais que pas à temps plein, mais presque. Faut savoir que professionnellement, je suis à mon compte, donc voilà, je suis dans un secteur où honnêtement en ce moment, c'est pas forcément ouf au niveau travail, donc ça me laisse pas mal de temps libre. Oui, entre les vidéos YouTube, les entraînements au club aussi, moi qui joue à la maison, le temps, je sais pas combien, mais on va dire, ouais, c'est presque du 6 heures par jour, on va dire fléchette. En général, hein, entre les matchs, des fois que je vais regarder, j'aime bien analyser le jeu d'autres joueurs, les vidéos YouTube, les tests, les entraînements avec le club, les matchs, les Open, c'est énorme. En fait, j'ai du mal à quantifier ça, mais ouais, j'y passe du temps. Ok, deuxième question, on a Jérémy Brochard et Elliot Nuzia qui demandent qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? Alors, ce qui m'a motivé, c'est qu'il faut savoir qu'avant, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Arcade Brain. Je vous invite à aller voir. J'ai même reçu des gros invités dessus, comme Reg MMA, par exemple, ou dans le jeu vidéo, ouais, des John Rachid, des youtubeurs comme ça, du passé, entre guillemets. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est vrai. Hein. J'ai déjà une expérience YouTube et forcément j'avais envie de créer une chaîne YouTube qui parle des fléchettes parce que je trouvais que justement il n'y avait pas assez de contenu en français. Maintenant, bon, j'ai découvert qu'il y a The Dartbox par exemple, mais je le connaissais pas avant que je lance ma chaîne parce que ça se trouve si j'étais tombé sur sa chaîne, j'aurais d'ailleurs peut-être pas lancé ma chaîne premier degré. Non, mais là du coup, voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. J'avais déjà
on va dire, les bases pour pouvoir monter une chaîne YouTube. Faut savoir que je bosse dans la vidéo aussi, donc ça m'aide forcément, que ce soit pour le montage vidéo et tout ça. Donc voilà. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et puis j'essaye de faire à mon niveau avancer les flèches, hein. Alors évidemment, hein, je commence, donc bon, je le fais avec les moyens que je peux, le temps que j'ai. Voilà, pour moi. Ok. Là, on est sur une grosse question. On a Gamba D'accord. Reaper, Félix Broutin, Charles Morel et Julien Barbieux qui te demandent comment bien choisir ses fléchettes, le poids, la taille des tiges, la forme des ailettes, le grip. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup. C'est tellement compliqué d'y répondre parce que chaque personne est différente. Et en fait, en vrai, il faudrait faire du cas par cas, regarder le lancer du joueur et puis pouvoir tester. Ce qui est vraiment impossible en vrai, hein, parce que je pense que même la plupart d'entre nous, on saura jamais vraiment ce qui nous correspond, sachant qu'en plus, notre jeu évolue dans le temps. Moi, je dirais que pour commencer déjà, il faudrait commencer avec des fûts droits, avec un peu de grip évidemment, parce qu'ils ont tendance à avoir le centre de gravité au milieu, ce qui est assez neutre finalement. Et, euh, et l'idéal, ça serait de partir sur entre du 80 et du 90% de tungstène, par exemple. En poids, en électro, je dirais entre du 16 et du 18 grammes, parce que c'est ce qui est utilisé le plus. Et on va dire en trad, ça sera entre du 22 et du 24 grammes. Voilà, alors ce qui est entre la taille et la forme des ailettes, partez sur du standard au début si vous commencez. Ailettes standard et en taille peut-être ou intermédiaire ou médium. Moi j'aurais tendance à choisir du médium pour la trad et intermédiaire pour de l'électro par exemple. Mais bon, comme je vous dis, c'est très personnel, mais on va dire que ça pourrait être un bon départ voilà, pour commencer. C'est sûr que dans l'idéal, ça serait de pouvoir tester tout un tas de fléchettes. Moi, c'est depuis que j'ai monté ma chaîne, effectivement, je teste pas mal de jeux, mais c'est pas pour autant que je trouve ça justement euh, plus facile, même en testant d'autres jeux. On se rend compte est-ce qu'on est toujours satisfait de ces jeux ou pas. Moi là, j'ai trouvé, on va dire, un compromis qui me correspond par rapport à mes lancers et tout ça. Mais ça veut pas dire que dans 2 ans ou l'année prochaine, en fait, j'aurai toujours le même style de jeu. Ok. Du coup, quatrième question, on a Kathleen qui nous demande comment trouver des sponsors pour les juniors. Alors, Kathleen, c'est une joueuse de chez nous, de Ligue du Sud-Ouest. Salut Kathleen. Enfin, je pense que c'est elle, mais oui. Vu sa question, elle doit parler de Thaïs. C'est un junior qu'on a chez nous, qui a fini quatrième d'ailleurs, je crois, à la Coupe de France, donc bravo à toi. Trouver des sponsors, c'est en France déjà de base c'est compliqué. Sans parler de junior, mais en masculin, il faut faire pas mal de mailing aux marques, essayer de leur envoyer le maximum de résultats, qui voient que vous êtes quand même assez présent, que ce soit sur les réseaux et aussi présent sur les open, et voilà, donner le maximum de résultats. Le problème qu'on a en France, hein, en général, déjà par rapport aux juniors, c'est qu'on n'a pas de sport-études, vu qu'en France les fléchettes ne sont pas reconnues comme un sport. Euh, Comme ça peut l'être, notamment en Belgique où ils ont un sport études fléchettes et pareil en Angleterre, je crois. Donc voilà, donc ça déjà, c'est un frein parce qu'il n'y a pas de structure qui entoure vraiment les juniors, à part les clubs et la FFD, mais voilà. Et après, ça va être aussi sur tout ce qui est classement et comment dire transparence pour les marques étrangères. C'est-à-dire que quand ils vont s'intéresser aux joueurs français, c'est vrai que effectivement on n'utilise pas tous Dart Connect, ou il y en a très peu de clubs qui utilisent Dart Connect finalement en France. Ça, il y en a, mais pas beaucoup. Et par exemple, Dart Connect, c'est un exemple. Hein, il y en a d'autres, mais et donc pour avoir en fait une visibilité au niveau des scores, de l'average et tous ces trucs là, des matchs gagnés, eh bien c'est pas évident pour les marques de s'y retrouver pour nous Français. Donc à moins d'arriver évidemment premier en France et peut-être même à l'étranger, à arriver à se démarquer un peu. C'est très très dur de trouver du sponsoring, mais voilà, mon meilleur conseil serait de mailer à fond, essayer de donner le maximum de résultats, d'être présent sur les réseaux. Et, euh, et voilà, et puis bonne chance en tout cas à ceux qui cherchent du sponsor. C'est faisable, hein, il y a plein de joueurs sponsorisés, mais voilà, pour moi en fait, il faut quand même avoir des résultats, et sans résultat, forcément, le sponsoring c'est un peu plus compliqué. Et
Pour la suite, on a Jérôme Thébault et encore Kathleen qui nous demandent comment rester régulier. Alors la régularité aux fléchettes. Effectivement, la régularité aux fléchettes, c'est ce qu'on aime tous, c'est tout ce qu'on aimerait être tous méga réguliers. Et effectivement, plus on s'améliore, plus on devient régulier généralement. Déjà, ça va être sur les entraînements. Revenir régulier, c'est-à-dire c'est de la mémoire de geste. Faut savoir que quand vous faites un 20 ou même un triple 20, il faut savoir comment vous l'avez fait. Du moins essayer de trouver ce geste. Et à partir de là, quand vous allez comprendre le geste avec lequel vous êtes à l'aise et celui où vous arrivez à peu près à taper dans le mille à chaque fois, c'est là que vous allez savoir, vous allez commencer à être régulier. Mais c'est une grande question, il y a des gens qui vont s'entraîner de certaines manières et arriver à être réguliers. Par exemple, l'exercice le plus simple serait de faire le maximum de 20 d'affilée. Ça, vous faites 12 flèches au 20 et vous essayez de mettre ces 12 flèches à chaque fois dans le 20. À partir de là, vous allez devenir de plus en plus régulier, vous entraînez sur tous les chiffres. Et il n'y a que en jouant qu'on devient régulier, faire un maximum d'entraînement, de matchs. Il y a plein de jeux comme l'horloge ou quoi qui peuvent vous aider à être régulier de plus en plus. Mais dans tous les cas, les fléchettes, ça reste un sport de mémoire de forme. Ça passe beaucoup dans la tête aussi. Et vous allez voir que plus vous allez progresser, plus vous êtes régulier, que ce soit au niveau de vos scores, de votre average, et aussi au niveau des performances et de tout ce que vous allez vouloir faire aux fléchettes. Alors j'espère que ça a été clair comme réponse, mais ouais, voilà, c'est l'entraînement, jouer. Il n'y a pas de secret aux fléchettes, de toute façon, il n'y a que le fait de jouer qui va vous faire vous améliorer, tout simplement. Ok, 6e question, Esteban37 qui demande en combien de temps et comment as-tu trouvé ta propre façon de lancer? Et pour un peu de contexte, c'est un joueur isolé et il dit qu'il a toujours pas trouvé comment placer ses doigts correctement pour maintenir et lancer les fléchettes. Alors ça aussi, c'est une très grosse question. Alors moi déjà, mon geste, je l'ai trouvé assez naturellement. Au final, on va dire qu'il s'est défini au fur et à mesure où j'ai joué, où moi-même j'ai vu que d'une certaine manière dont je lance, j'arrive à plus performer. Bon, après c'est tellement délicat, faut savoir que chaque joueur de fléchette n'a pas le même geste et a pas la même manière de prendre ses fléchettes. Donc à partir de là, il y a vraiment pas de barrière au final, tant que vous restez dans les règles, c'est-à-dire que vous lancez pas ça comme si vous lanciez une balle de tennis par exemple. À partir de là, il y a pas de souci. Franchement, le meilleur conseil serait dès que vous trouvez un geste et que vous arrivez à atteindre la cible et plus ou moins viser ce que vous cherchez à viser, c'est que vous n'êtes pas trop loin du geste qui va vous définir. À partir de là, vous allez le peaufiner. Au niveau du placement des doigts, ça dépend. Il y en a qui vont utiliser tous leurs doigts en fait sur les fléchettes. Il y en a ils vont utiliser 2, il y en a ils vont utiliser 3. C'est tellement personnel ça. Moi comme je dirais, l'idéal c'est d'être à l'aise. Dès que vous sentez que vous êtes à l'aise quand vous lancez, c'est que vous êtes bon. En tant que joueur isolé, j'espère bientôt pouvoir faire une vidéo pour essayer de vous aider soit à créer un club, soit tout simplement à rejoindre à côté de chez vous. Malheureusement, des fois, il n'y a pas de club à côté de chez vous, mais il faut vous renseigner, il ne faut pas hésiter à aller sur les forums, voir s'il n'y a pas des joueurs autour de vous avec qui vous pourriez monter un club, par exemple, ou du moins déjà rien que vous voir, et pour essayer de jouer et échanger au maximum. Voilà, j'espère que ma réponse était claire. 8e question et pas des moindres puisque elle réunit les questions de Cédric Guesnec, Geoffrey Gruchot, Bruno Morisset, Wilfried Zerualaz, ASX, Benjamin Michon et Erwan Brochard. Je te demande en première partie quel serait ton top 3 des marques de fléchettes en prenant en compte le rapport qualité-prix, la finition et le design. Alors, ça c'est une question très compliquée parce que ça aussi c'est très personnel et il va y avoir des gens qui vont aimer une marque pour certaines raisons. Alors, pour citer 3 marques, je mettrais Shot en 1 parce que j'adore vraiment cette marque. Alors c'est vraiment pas, par contre, rapport qualité-prix, clairement pas, parce que bon, ils ont des fûts peut-être qui vont être un peu moins chers, mais ça reste une marque avec des prix élevés. Mais par contre, que ça soit en termes de finition, d'innovation sur leurs fûts, moi je trouve qu'ils sont assez incroyables. J'ai rarement vu en fait de marques avec des finitions aussi détaillées,
Vraiment, en plus, avec un concept assez innovant. Moi, à chaque fois, ils font des fléchettes sur des thèmes. Ça fait presque très collectionnite et tout, c'est vrai. Mais ouais, j'aime beaucoup leur marque. Faut savoir que c'est une marque qui vient de Nouvelle-Zélande. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En deux, je mettrais sûrement Loxley. Alors beaucoup vont dire je fais beaucoup de vidéos Loxley parce que c'est vrai que ça fait une partie des partenaires de la chaîne depuis le tout début où j'ai commencé ma chaîne. Je suis pas sponsorisé par Loxley, il faut le savoir. On n'a pas vraiment de contrat papier écrit ou par rapport à ce que les gens pourraient penser. On marche beaucoup à la confiance. Et quand il y a quelque chose de négatif à dire sur Loxley, je le dis aussi. Mais non, franchement, c'est une marque qui essaye d'innover. Ils font avec leurs moyens. C'est pas forcément une marque qui a les plus de moyens de toutes les marques de fléchettes qui existent, mais ils essayent de différentes formes. Ils essayent des trucs assez originaux, je trouve. Et ça fait plaisir à voir. Des marques qui essaient de se sortir les doigts pour faire quelque chose un peu différent. Après, je dirais en numéro 3. Je pense que ça serait quand même Target, parce que Target, avec leur système Swisspoint, mine de rien, ils ont quand même... c'est une sacrée marque, moi, je trouve, que j'aimerais d'ailleurs, je ferai des tests futurs sur ma chaîne. Mais pour moi, ouais, c'est pareil, ça fait partie des constructeurs assez innovants qui essayent toujours de faire de nouveaux fûts. Mine de rien, ils sponsorisent des joueurs iconiques comme Phil Taylor, maintenant Luke Littler. Donc ils en vendent à l'appel, ils n'ont pas besoin d'un petit youtubeur français pour leur faire de la pub, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, moi je leur dis quand même chapeau. Donc ouais, j'aurais mis ces 3 marques-là. Ok, le jeu avec le meilleur grip que tu aies pu tester? Eh bien, c'est un jeu Loxley, c'est les Mescal. J'ai pas encore fait le test sur la chaîne YouTube, mais je crois que c'est le grip le plus fou que j'ai jamais testé. Le fût est assez simple en plus parce que ça fait partie de la série classique, donc c'est des fûts seuls. Vous avez pas tigélette avec, c'est justement, on va dire pour des joueurs peut-être un peu plus confirmés, qui savent déjà comment monter à peu près ce genre de fût. Mais ouais, non, le grip est assez incroyable et je crois que c'est vraiment le plus intense que j'ai jamais testé. Ouais, les mescals de chez Loxley. Ouais, voilà. En trad évidemment, c'est un jeu trad et peut-être en électro pour ceux qui veulent en électro. Ça reste pour l'instant les Viking Raven de chez Shot qui moi me correspondent bien, mais après c'est tellement personnel le grip aussi. Mais moi je dirais que le grip est assez sympa, ouais. On passe donc à la 9e question avec Jérémy Moulin et Corentin Chemin qui demandent: que penses-tu de l'évolution des fléchettes en France niveau médiatisation, et penses-tu qu'un jour les compétitions seront diffusées en direct sur la TV française? Alors, moi, on va dire que oui, j'ai plutôt, je vois les choses assez positivement. On voit depuis ces dernières années que effectivement, de plus en plus de clubs se montent. La médiatisation augmente aussi sur les fléchettes. La preuve en est ma chaîne, par exemple. C'est bête, mais voilà, des chaînes françaises se montent sur les fléchettes. Donc ça prouve bien qu'il y a un certain engouement derrière tout ça. Il y a aussi, je pense, au niveau de la télé, il y a déjà la chaîne L'équipe qui va diffuser, certes pas en direct, mais des matchs de quelques mois. Alors après, ça reste une histoire de moyens. Pour l'instant, la télé fait ça parce que elles n'ont pas tout simplement les moyens, ou du moins, elles ne veulent pas encore se donner les moyens d'acheter les matchs en direct parce que ça coûte cher. Il faut savoir que les matchs PDC, par exemple, ça a un certain coût, et je pense que de les diffuser en rediffusion, ça va coûter beaucoup moins cher. Pour l'instant, je pense qu'ils le font pas. Est-ce que ça serait énormément suivi en France? Pour l'instant, je suis pas vraiment sûr. Je sais pas exactement combien on est, mais dans quelques années, oui, pourquoi pas. Ça évolue de la bonne manière, je pense. Pareil, la Fédération française de darts, qui en traditionnel est assez présente, est en train d'évoluer aussi. On le voit, ils essaient de se moderniser, non? Donc oui, moi je vois, je suis assez positif là-dessus. Voilà. Ok, 10e question. Martin Lepez, Hugo Ignace, Johan Dalin, Sébastien Laboureur et Ilman Oyas. Ils demandent: quand on débute, quel est pour toi le meilleur matériel? Et y a-t-il des exercices en particulier? Alors ouais, j'ai déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure sur la forme de fût. Dans le meilleur matériel, ce serait donc des fûts droits pour commencer.
des ailettes standards avec des fûts entre intermédiaires peut-être en électro et on va dire médium en, en trad. Et après, pour commencer, le meilleur matériel, on va dire en cible. Ouais, peut-être que certaines cibles coteaux en cisal peuvent faire le taf, parce que c'est pas trop cher, mais en vrai, une Blade 6, c'est pas mal. Les unicornes aussi sont sympas. En premier prix, hein, évidemment, vous allez trouver entre 40 et 50 euros. Voilà, et, ça c'est pour la trad. Et en électro, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous cherchez des cibles non connectées, il me semble que chez Bulls, ils font des cibles qui sont sympas. Et après, en connecté, il va y avoir la Grandboard Dash qui est en premier prix, qui pourra être amorti après quelques temps. Voilà. Et si vous avez vraiment les moyens, ben, partez sur Grandboard ou peut-être sur les petits modèles de Vedarts. Voilà, là, vous avez déjà de bonnes bases hein, pour commencer. Voilà, j'espère que ça a répondu. Et il y avait une autre suite à la question. Ouais, et est-ce que tu penses qu'il y a des exercices à faire en particulier Ah ou oui. il faut juste jouer? Ben, déjà, quand vous entraînez tout seul, moi je trouve qu'un bon exercice, suivant à quoi vous jouez, mais même en trad, moi j'en fais beaucoup, c'est le cricket tout simplement. S'entraîner sur les triples, c'est intéressant. Et même, vous pouvez faire des crickets au double, hein. Ou des horloges au double pour s'entraîner sur les doubles. Mais même ça va vous entraîner à faire des simples. Déjà, le cricket, il faut savoir que vous devez fermer 3 chiffres, enfin faire 3 flèches dans le même chiffre pour fermer une porte. Donc ça va vous obliger à avoir de la régularité sur des chiffres, et en plus le fait de changer de chiffre au cricket va vous apprendre à tirer un peu partout sur la cible. Donc oui, jouer, faire des matchs, mais il n'y a pas de secret, il faut jouer aux fléchettes hein, pour s'améliorer. Après, alors il y en a qui aiment bien les rings hein, pour s'entraîner. Moi, je suis pas spécialement pour. J'ai pas l'impression que ça apporte grand chose. Après, ça dépend des joueurs. Il y en a qui vont avoir l'impression que ça va les aider. Moi, je pense que honnêtement, déjà pour la régularité, ouais, peut-être un cricket, c'est un bon jeu pour commencer, que ce soit en électro d'ailleurs ou en trad. Voilà. On enchaîne donc avec la 11e question. Jérémia de Thomas Kinard et Alexis Billard qui demandent quel est le joueur professionnel que tu apprécies voir jouer, qui t'inspire le plus. Alors, je vais pas être super original. Je vais dire Phil Taylor. Ça a été un des premiers joueurs que je regardais. Je regardais ses vieux matchs sur YouTube, par exemple. Et ouais, Phil Taylor m'a vraiment marqué, que ça soit même en électro, hein, parce qu'il a joué en Dark Life, par exemple. Et il y a des matchs en électro qu'il a fait qui sont incroyables. Et en trad aussi. Enfin, c'était une machine de guerre. Maintenant, dernièrement, bah, il y a forcément Hitler hein, qui marque les esprits. Ouais, il y a Humphries aussi ouais, on va dire, voilà, le top 3 pour moi, ça serait vraiment Humphries, Littler et, euh, et Phil Taylor, mais j'adore regarder Thibaut. Effectivement, Thibaut, parce que Thibaut et Jacques Labre, parce que bon, ben voilà, on est français et qu'on est content de les, on est vraiment content de les voir à la télé quand leurs matchs sont diffusés, donc on va dire, ce sera ces joueurs-là. 12e question. Jérémy Henry et Mathieu Cérès. Pourrais-tu faire une vidéo sur les compétitions et leur utilité? Compétition, j'entends Player Championship, les qualifieurs et tout ça. Alors, faire une vidéo sur quoi? Sur les compétitions PDC, du coup, et leur utilité. Oui, je pourrais, exactement. C'est vrai que c'est un peu, vu de loin comme ça, c'est un peu, ça pourrait paraître bordélique parce que entre les European Tour, il y a plein de trucs comme ça où on sait pas trop. Il y a des gens qui confondent des fois la WDF et le PDC et tout ça. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en parler. Donc, ouais, pourquoi pas. Je pourrais en faire une vidéo. 13e question, c'est Clem qui te demande que me conseillerais-tu pour l'achat d'une cible électro non connectée de qualité? Eh bien, je l'ai répondu du coup à cette question directement. Ouais, je pense que les boules, ça sont pas mal. J'avais eu des bons retours.
Il y a les arachnides qui font ça aussi, donc faut savoir que c'est les constructeurs de chez Bull Shooter. Donc ouais, Arachnid aussi, ils font des cibles sympas. Après, les Koto qui sont vendus ont pas l'air dégueux en électro, mais jamais testé, donc je pourrais pas avoir un vrai avis dessus. Mais je pense que sur des marques comme ça, en non connecté, Arachnid et Bulls, t'es sur un truc sympa. Ok, 14e question, c'est Handball et Nasty qui te demande, penses-tu qu'un jour la PDC organisera un événement en France? Alors, ça c'est un sacré débat. C'est possible. Déjà, plus on va être de Français à essayer d'aller en PDC, plus forcément il y aura de Français qui vont regarder le PDC, tout simplement pour se tenir au courant. Donc, effectivement, s'il y a un engouement en France et qu'ils voient qu'il y a un potentiel, parce qu'il faut savoir que ça reste une entreprise, le PDC, et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir recevoir, c'est de l'investissement. Alors oui, pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite. Après, est-ce que en prenant des abonnements à PDC TV, ça fera venir un PDC chez nous plus vite? J'en suis pas persuadé de ça. C'est un débat qui revient souvent, ça. Et pour moi, je pense pas, mais parce que beaucoup pensent que c'est comme ça, on soutient les fléchettes et tout. Non, le PDC, c'est pas forcément les fléchettes. Il y a plein d'autres organisations aussi qui se bougent. Disons que c'est celle qui est la plus connue et oui, et qui quelque part met beaucoup plus en avant les joueurs. Donc j'espère, oui, pourquoi pas. Mais à mon avis, ce sera pas tout de suite. Dans vraiment, ouais, allez, 10-15 ans, allez, on croise les doigts, ça pourra se faire. Il faudrait déjà qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent à avoir une tour carte peut-être et à arriver à s'exprimer, des joueurs français au PDC. Et peut-être que ça arrivera si on est 4-5 joueurs français au PDC. Voilà, moi je vais essayer d'en être en tout cas. 15e question, c'est Jean Tibi, Johan Condège, Baseball Desert, Loïc Delacerras et les Pachas. T'y as un peu déjà répondu. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que toi tu pourrais donner pour améliorer sa progression et progresser? Si t'avais un conseil. Jouer. Voilà. Non, ouais, c'est jouer, essayer de se construire un mental. En fait, le plus gros conseil, surtout quand on commence à faire un match, c'est le mental. Savoir perdre, apprendre à perdre, c'est super dur parce qu'on est tous pareils, on aime gagner et on déteste perdre, surtout quand on est compétiteur. Et donc savoir perdre, analyser ses défaites, va faire vachement plus progresser que faire que gagner finalement, je pense. Et puis bon, enfin, si, on aimerait tous que gagner, mais c'est vrai que dans la défaite, on apprend pas mal de choses, on se construit un mental. C'est-à-dire que derrière, souvent, pour ceux qui ont l'habitude de faire des matchs, quand on se prend 180, mentalement, il se passe quelque chose. Et il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont réussir à répondre. Et puis il y a ceux qui ça va décontenancer et qui feront plus rien à la fin de la partie. Et ça fait partie aussi de l'entraînement. On dirait pas le mental, c'est quelque chose c'est 80% des fléchettes. En fait, le reste c'est de la technique. Donc ouais, pour progresser, mon conseil c'est vraiment de construire un mental. Au-delà de la technique, le mental est hyper important. 16e question, c'est Christophe Bertin qui te demande si en compète, en match, bull shooter, darts live, tout ça, est-ce que t'as un moyen de te reconcentrer, tu sais, quand tu fais une série où tu te loupes, est-ce que t'as un truc particulier pour te reconcentrer ou Pas forcément, je joue. C'est pas évident, faut savoir que sur les parties où on n'est pas dedans, moi ça m'est arrivé sur les individuels l'autre jour, je suis resté un joueur très moyen, c'est-à-dire que j'ai réussi à sortir des résultats quand même, mais voilà, j'ai pas sorti mon jeu. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pas fait moins, j'ai pas fait pire. J'ai pas fait mieux non plus. Je sais pas comment dire. C'est très dur ça. C'est sur la longueur. Ça arrive à reprendre confiance. Ça se passe dans la tête aussi beaucoup. Mais il y a des fois, on n'a pas le geste. Ça peut être la fatigue, ça peut être des douleurs aussi. Parce qu'on n'en parle pas, mais les douleurs, ça existe surtout quand on joue beaucoup. Moi, je commence à en faire les frais en ce moment, par exemple. Voilà, j'ai le poignet, j'ai une tendinite qui revient de temps en temps. Voilà, j'ai déjà eu un problème au coude d'une fois. Des fois, c'est les jambes. Donc tout ça, ça peut jouer sur une performance, mais dans le mental, c'est se dire à chaque fois qu'on est le meilleur.
moi c'est comme ça que je fonctionne alors que je le suis pas forcément, mais me dire que c'est moi la machine de guerre et que je vais tout envoyer. Et puis voilà, advienne que pourra. Question 17, c'est Rémi sans Famicom. Euh, Génial le pseudo. il est génial. Il te demande si tu comptes faire des vidéos concernant la base des fléchettes, dans le sens, tu sais, la position du corps, la décomposition du mouvement. Alors, ben, justement, je sais pas, oui. Alors, moi, j'ai les vidéos d'Art in Progress, en fait, j'aimerais bien en faire, mais j'aimerais creuser autre chose parce que ça a déjà été fait par Dartbox qui a fait des vidéos un peu détaillées là-dessus. Et je suis pas sûr que, en fait, c'est vraiment pour moi un domaine où je trouve que le conseil, c'est pas que c'est inutile, en fait, c'est que le mouvement est tellement personnel, j'en reviens, que le mien sera peut-être pas celui de quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez bien les joueurs de PDC, il y en a aucun qui tire pareil. Chacun a sa manière de jouer, même sur les tournois de fléchettes ou quoi, où vous allez voir beaucoup de gens en leur geste. J'ai envie de dire tant que ça rentre, c'est que finalement le geste est pas mauvais. Donc je sais pas on peut vraiment bien conseiller les gens. Moi je sais que ce qu'a fait Dartbox c'est pas mal. Maintenant, après, est-ce que moi je trouve ça si utile que ça? Ça peut aider les gens à les décomplexer sur le geste peut-être, mais vraiment en fait justement, il faudrait arriver à sortir ça de la tête et se dire euh, justement mon geste, est-ce qu'il est bon ou pas? Si vous voyez que vous tapez dans le mille, c'est que finalement il est pas si mauvais. À partir du moment où vous dépassez pas le pas de tir, moi, j'ai aucun souci avec ça. Tant que vous lancez pas comme un dégénéré, à partir de là, tout devrait bien se passer. Mais non, c'est vrai que c'est assez délicat comme question. Peut-être je reviendrai sur mon évolution de geste, peut-être ou quoi. Mais ouais, décomposer un geste, je suis pas sûr que ça soit si utile que ça. Mais peut-être. Faudra me dire si vraiment vous voulez voir ce genre de vidéo, je le ferai. Hein, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment ça sur ça qu'il faut s'arrêter. Voilà. 18e question, c'est encore Johan Condel et je pense que tu vas répondre que c'est très personnel. Le choix de l'équilibrage des flux avant un 0,9, ça a une réelle importance. Arrière avant. Oui, par rapport au lancer. Et là encore une fois, ça va être personnel. C'est effectivement, c'est en fonction des essais des gens. Il y a des gens qui aiment bien avoir des fûts en forme de bombe, qui vont avoir un peu tendance à avoir le poids vers l'avant. D'autres qui aiment bien avoir le poids vers l'arrière, donc qui aiment bien être centrés. Ça, malheureusement, vous allez le découvrir au fur et à mesure où vous allez affiner votre jeu. Moi, je pense que j'ai un équilibrage qui est, on va dire, plutôt au milieu, peut-être un poil milieu avant, on va dire, mais après, ça dépend vraiment de votre lancer. C'est pour ça que je conseille des jeux neutres au départ, avec un équilibrage vraiment au centre. Ça va vous permettre de voir comment votre geste fait partir la fléchette. Franchement, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est que si vous avez du monde qui vient chez vous pour jouer aux fléchettes, ou vous allez chez quelqu'un, ou vous allez dans un club, et n'hésitez pas à demander à vos collègues de tester leurs fléchettes, parce que ça sera déjà un moyen de tester des fûts différents, et puis de vous faire votre propre avis. En vérité, vous allez peut-être bien être 6 mois avec un jeu et ça se trouve 6 mois plus tard vous allez jouer autrement. Donc c'est tellement compliqué à répondre parce qu'il y a une vraie évolution de geste en plus. Hein. Ok. 19e question, c'est Flo Desprod. Petite remise en contexte. Sous l'interview de Thibaut, il t'avait dit qu'il avait fait une animation dans son village et que du coup il allait monter une asso. Et donc là c'est fait et il voulait savoir si dans le cadre d'une asso, il y a la possibilité de contacter des marques pour obtenir des aides, des subventions peut-être ou du matos. Alors, subvention, déjà ça, en tant qu'asso, dans un an, normalement, tu auras droit à subvention de l'État. Il faudra lancer évidemment la demande, hein, ils vont pas te contacter eux-mêmes, c'est clair. Donc déjà, premier conseil là-dessus, n'hésite pas à demander plus que ce que tu vas avoir. Voilà, en étant raisonnable évidemment, mais il faut toujours, si tu espères, je dis une bêtise, avoir 2000 ou 3000 euros, demande 5 ou 6000. Ça pourrait être un conseil. Après, moi je connais que Decathlon en tout cas, du moins pour les fléchettes, Decathlon peuvent sponsoriser entre guillemets un club.
et essayer d'être là à une certaine hauteur. Et après, ça peut être des commerçants autour de chez toi, peut-être qui peuvent peut-être vous aider, voilà, à avoir ou du matériel ou alors à essayer d'apporter peut-être une aide financière. Faut pas hésiter à monter des dossiers et aller voir les magasins autour de chez soi, les commerçants, en leur expliquant que vous avez un club de fléchettes et peut-être en contrepartie, vous devrez peut-être afficher une pub ou sur vos maillots ou alors lors de vos open mettre des affiches ou autre. Voilà le conseil que je pourrais donner là-dessus. 20e question. Boris 115, Max Kita, Benoît Caron et Romain Nicolas. Combien de temps t'entraînes-tu par jour, par semaine? En fait, je dois m'entraîner entre 3 heures par jour à peu près. Des fois 2, des fois 4. Pour peu qu'il y ait les entraînements, les matchs. Donc ouais, je joue beaucoup quand même. Voilà, 3 heures par jour à peu près. 21e question, c'est Mathieu Minot. Question un peu plus perso. Est-ce que tu as une autre passion à part les fléchettes? Je suis bassiste, donc je fais de la musique depuis des années et j'ai un groupe de métal qui s'appelle Inferolasta. C'est pour ça que j'ai un de mon surnom joueur qui est ici, c'est Infero. Voilà, Inferolasta, c'est du métal. Allez voir, on est sur Spotify ou autre pour ceux qui aiment bien le métal. Et sinon aussi, j'aime beaucoup le jeu vidéo, même si forcément j'ai beaucoup moins le temps d'y jouer. Et voilà, le truc bateau, mes enfants et ma famille. 22e question, c'est Guillaume Poiré qui te demande si tu vas interviewer d'autres champions comme tu as fait pour Thibaut. Oui, voilà. 23, Blue Note et Michael Ridar. Y a-t-il une technique pour affûter les pointes en métal avec les affûteurs cylindriques? Est-ce que c'est mieux de changer les pointes? Non, affûter c'est très bien, c'est une technique qui marche pas mal. Il y a une technique, moi je sais pas, je l'ai pas forcément. Il y a peut-être vraiment des meilleures techniques que d'autres. Il suffit déjà tout simplement de... Moi je sais que quand je le fais, je fais tourner ma fléchette dessus. Voilà, et jusqu'à ce qu'on arrive à récupérer une pointe. Mais c'est vrai que bon, finalement, si vous avez la machine à changer les pointes, n'hésitez pas. Moi, je change mes pointes, bon, pour un aspect look, mais aussi pour une histoire d'accroche sur la cible. On voit bien, même quand on regarde justement des matchs de professionnels, que souvent ils ont des stries sur leur pointe ou autre. Ça évite les rejets, il y en a quand même, mais ça évite quand même beaucoup de rejets. Et ça, et forcément, ça accroche beaucoup plus les fléchettes sur la cisale. Le principal défaut généralement de ces systèmes-là, c'est que ça peut justement abîmer plus vite les cibles, mais voilà. 24, Valentin Colognac, qui en fait explique que de là où il est, les trucs concernant les fléchettes, c'est un peu loin. Du coup, il aimerait créer un club, mais il sait pas trop comment trouver du monde. Est-ce que tu aurais une astuce? Les réseaux sociaux. Maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux. Je suis pas forcément un fan non plus des réseaux sociaux, mais malgré qu'il faut vivre quand même avec son temps. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais les réseaux sociaux, aller sur des forums même de fléchettes, ne pas hésiter à rejoindre des groupes sur Facebook ou même sur Instagram ou autre et poser cette question-là. Il existe des cartes après pour vous situer en France où il y a des clubs qui vont être notés et il faut regarder justement si à quelle distance vous êtes des clubs le plus proches. Voilà, et puis c'est la meilleure astuce que je pourrais donner, c'est poser ce genre de questions sur des groupes de fléchettes. Et généralement, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider ou envoyer un lien ou autre. 25, c'est Yannick Lucas. Quand on démarre à la bulle, oui, pour savoir qui commence, et que la fléchette elle tombe, est-ce qu'on rejoue ou pas? Lui, ça lui est arrivé à la Coupe de France à l'envolon là, et avec l'accord de l'adversaire, il a rejoué. Mais techniquement, mais normalement c'est ça. Okay. Je veux dire, non, moi j'ai toujours fait comme ça. La fléchette n'a pas accroché, donc tu retires en suivant. Normalement, là, t'as même pas à poser la question. C'est comme ça. Alors, faut savoir que sur les matchs professionnels, c'est généralement, ça dépend des matchs d'ailleurs.
Il y en a où ils vont faire une bulle pour savoir qui commence ou pas. Et il y en a où généralement tout est écrit d'avance. Là, quand c'est comme ça, dans le cadre justement d'une Coupe de France ou autre, bon déjà c'est un peu en détente, mais non, dans ce cadre-là spécifiquement, tu peux retirer la bulle. C'est déjà arrivé même en électro par exemple. Et généralement dans ce cadre-là, vous pouvez aussi retirer la bulle. 26e question. C'est Donatien, Julien Ponceau, Volker Ball, JD et Thibaut Valla qui posent la fameuse question: est-ce que tu préfères jouer en électro ou en trad? Je préfère jouer en trad. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai commencé en électro. J'ai même eu un moment un rejet un peu de l'électro où j'avais du mal à jouer en électro. Mais ouais, j'ai mes sensations, je les préfère en trad. Pour tous ceux qui ont l'habitude de jouer en trad ou qui ont pris l'habitude de jouer en trad, ils voient très bien de quoi je parle. En fait, il y a certaines sensations quand on joue que je ne retrouve pas forcément en électro. C'est différent en électro. On pose un peu plus le cerveau et on joue, quoi. C'est vrai qu'en trad, faut un peu plus compter, mais même il y a, les tripes, ils sortent beaucoup plus difficilement hein, que en électro déjà. Par exemple, et ça joue différemment. Si vous jouez en mode américaine, ça va être à la bulle à 50 ou bulle 25-50. Déjà à choisir, maintenant je préfère la bulle 25-50 parce que c'est plus sympa, ça joue un peu comme la trad. Mais ouais, trad. Et après, c'était quoi? Et pour le jeu en ligne? Trad ou électro? Ouais. Pour l'instant, oui, je joue pas en ligne en trad. Il faudrait que je me mette sur Webcard Darts. Il y en a plein qui me le disent. Ça va venir, je le ferai. Mais pour l'instant, je vais dire électro parce que je joue beaucoup. Je joue sur grand board, mais du coup pas beaucoup. Donc c'est vrai que finalement, avec du recul, je joue pas beaucoup en ligne. Voilà. 27, c'est Julien qui demande si tu as prévu une vidéo test comparaison des cibles trad. Oui, c'est prévu. Notamment là, entre la Aspar de Target et la Winmo. Et j'aimerais bien tester d'autres cibles. Donc oui, ça sera prévu, ça va venir. 28e, Julien Vanny qui demande si tu peux conseiller une cible trad sans se ruiner, qui n'a pas trop de rebond, parce que lui, il a une cible Target World Champions, et en fait, il a énormément de rebond. Sans se ruiner, ça dépend ce qu'il appelle sans se ruiner. Je crois que dans les 58 euros, 60 euros, t'as la Blade 6 de Winmo qui reste une valeur sûre finalement. Mais sinon, j'irai vers Unicorn en fait. Unicorn, ils ont une gamme, j'ai plus exactement le nom en tête, je suis désolé, qui est dans les 50 euros, qui est pas mal. Voilà. Franchement, dans cette gamme de prix, je trouve que c'est pas mal. Après, il faut réessayer les Koto. J'ai jamais testé, mais les versions en Sisal apparemment sont pas si mal. Je sais qu'il existe des versions comme chez Decathlon de Koto en paille de riz là, et ça c'est nul à éviter. Vraiment à éviter. C'est pas qu'elles sont pas bien, hein, c'est que ça vieillit mal et qu'au bout d'un mois, la cible c'est poubelle si vous jouez beaucoup. Donc voilà. Privilégier les cibles en Sisal et les Koto, faut pas hésiter à prendre celle dans les 40-50 euros. C'est celle qui aura on va dire les meilleures finitions et qui éviteront du coup les rejets. Parce que souvent les rejets c'est à cause de l'araignée en métal qui est trop épais sur les cibles pas chères quoi. Voilà. 29e, c'est Fred Gall et Emmanuel Lowenstein qui demandent c'est quoi le parcours pour participer au championnat de France? Alors, championnat de France ou Coupe de France ou Master France. Par exemple, pour les masters en France, il faut d'abord donc être inscrit déjà dans votre région en FFT. Et vous avez participé donc à des Open de Ligue de votre région et donc vous allez prendre des points à chaque Open qui sera organisé. Plus des points que vous allez gagner aussi sur des Open, parce que généralement ça se passe sur un week-end. Il y a généralement le samedi vous avez les Open de comité et le dimanche vous avez les Open de Ligue. Bon, vous gagnez beaucoup moins de points hein, sur les Open de comité. Je crois que c'est 9 points la première fois et après c'est 1 ou 2 points à chaque fois, je sais plus. Et après par contre voilà, vous gagnez les points sur les Open de Ligue. Ou en fonction de votre place, forcément, vous allez gagner des points. Ce nombre de points va vous permettre d'aller au master régional
Et même des fois, vous n'êtes même pas obligé d'aller au master régional, vous êtes déjà, vous avez le nombre de points requis pour passer au master national. Déjà, comme ça. Après, pour la Coupe de France, je sais qu'il y a eu il y a même des gens qui avaient pas, qui étaient pas en FFD, qui ont pu participer à la Coupe de France. Je trouve ça un peu dommage, moi perso. Ça aurait été bien que ça soit réservé pour moi qu'à des joueurs FFD, euh, pour plein de raisons. Hein. C'est c'est bien après parce que ça essaye d'ouvrir à beaucoup plus de gens les fléchettes, mais d'un autre côté, je trouve que ça enlève un petit côté de sa superbe. Enfin, pour moi, après, c'est mon point de vue. Et là, par contre, il n'y a pas besoin d'avoir un classement particulier. À la Coupe de France, vous pouvez y aller comme ça. Ok, on passe à la 30. David Kefelec, peux-tu nous donner des tuyaux pour avoir des meilleurs finishes? Eh ouais. Ouais, des tuyaux, les travailler, tout simplement, ça se travaille. Euh, En fait, en partie, déjà, travailler ses doubles d'abord. Parce que c'est bien beau de travailler le finish si derrière vous n'avez pas vos doubles. C'est très important. L'idéal, c'est toujours de travailler. Pourquoi on fait beaucoup de W1 ou double 16? C'est parce que vous avez des possibilités, si jamais vous loupez votre ferme, de pouvoir vous rattraper. Déjà. Et oui, travailler au finish. Tout simplement, commencer les finishes à partir de 100. Après, vous essayez 120. Vous essayez des finishes un peu, voilà. Peu importe le finish que vous tentez, vous définissez par exemple cet objectif-là et vous essayez de le faire jusqu'à que ça rentre. Après, en vrai, il faut bien travailler ses doubles. Le reste, c'est des maths et et euh, et tout simplement après pendant une partie, voilà, il vous reste une ferme à 109 par exemple. Eh bien, vous réfléchissez avec lesquels vous êtes les plus à l'aise. Moi, sur une ferme à 109, j'aime bien le trip 18, double 18, donc je vais aller au 19. Trip 18, double 18, par exemple. Après, chacun, peut-être quelqu'un aurait fait différemment, mais surtout travailler les finishes en fonction de votre mode de jeu et, euh, et travailler les triples et les doubles avec lesquels vous êtes à l'aise. On est tous pareils, on a des chiffres de prédilection tous. Et voilà, l'idéal c'est d'être à l'aise partout, mais ça marche pas forcément tout le temps comme ça. Voilà. La 31e, c'est Jordan. Alors là, faut se concentrer un peu. C'est quoi pour toi la plus belle volée? Un 180, donc 3 triple 20, un triple 20 double boule, ou un bon double boule 11 double boule comme notre cher Luc Littler? Euh... Ouais, le Big Fish, hein. Ouais. Big Fish, ça tue quand même. Big Fish, ça tue. Le 180, on commence à en faire de plus en plus quand on s'améliore, donc ça devient finalement, c'est pas qu'on en fait tout le temps, hein, parce que sinon on serait tous des joueurs du PDC, mais il sort de plus en plus, donc ça devient au bout d'un moment moins impressionnant de faire un 180 qu'un Big Fish est beaucoup plus dur à sortir. Hein. Franchement, le triple 20 double boule, approche-toi. Donc ouais, je dirais que Big Fish, nickel. Ok. 32, c'est Sapo. Quelle est la chaîne YouTube qui parle de fléchettes que tu préfères? Anglophone ou francophone, c'est pas précisé. Alors, je vais faire anglophone et francophone. Donc francophone, je vais dire The Dartbox, c'est clair. Déjà d'une parce que du coup, c'est ça qui est bien de créer une chaîne YouTube, c'est que c'est quelqu'un que je connaissais pas et on a appris à se connaître. Et franchement, c'est une personne hyper cool, un vrai passionné. Et je vous conseille d'aller sur sa chaîne qui existe déjà depuis plus longtemps que moi et qui mine de rien est suivie par pas mal de mes abonnés, j'imagine. Et si vous ne l'êtes pas, mais allez-y, parce qu'il y a des très bons conseils dessus. On a vraiment deux styles radicalement différents, dans l'approche du moins de nos vidéos, mais ça reste très pertinent. Et après, sinon, ça aurait été Dart Review Channel, euh, avec notre bon vieux Darren, hein, qui fait ses tests depuis des années. Qui a vraiment voilà, il fait ses vidéos de la même manière depuis des années. C'est très détaillé. Moi, peut-être un peu trop à mon goût, c'est pour ça que j'ai fait un truc un peu plus léger, mais par contre franchement, c'est un taulier et honnêtement, ses vidéos sont très utiles, donc voilà. La 33e, c'est Bruno Rouillon. Mm-hmm. Quels sont les meilleurs éclairages dessus?
Alors, j'ai pas pu tout essayer. Chez Winmo, ils font des trucs très bien, mais ça reste un peu cher. Moi, j'ai une Polaris, par exemple. Je trouve ça très bien, c'est suffisant. J'aime bien celle qui entoure totalement les cibles aussi. Franchement, ouais, je vais dire Winmo, c'est un peu la réponse facile. Mais en fait, faut essayer. Éviter les coteaux. Nous, on en a au club. On les a prises, les coteaux, et c'est pas top, le manque de luminosité. Pour la 34e, on a Hervé Costa et Eddy Richard. Que penses-tu qu'il faudrait faire au niveau de la fédération pour que les fléchettes soient reconnues comme un sport et que du coup les clubs puissent être subventionnés, que l'on attire du coup plus de jeunes dans ce sport et pourquoi pas un jour le retrouver dans le haut niveau au JO par exemple. Et penses-tu que notre sport évolue dans le bon sens et que nos joueurs seront aidés à participer à plus de compétitions internationales? Alors, oui. Alors, comme sport, alors je viens de... Enfin, voilà. Je fais une vidéo avec un joueur qui m'a raconté une histoire par rapport à ça. Comme quoi, il y aurait un abonnement qui empêcherait en fait les fléchettes de devenir un sport en France. Je sais pas si c'est vrai. Mais en gros, il faudrait donc arriver à atteindre des politiques pour leur dire, voilà, passez les fléchettes, retirez cet abonnement qui empêche de devenir un sport. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, je trouve ça un peu stupide. J'imagine que ça va être un rapport peut-être avec l'alcool ou que les gens vont trouver ça dangereux, je sais pas du tout. Donc voilà, et il faudrait évidemment tout simplement que la fédération essaye de trouver un moyen d'attirer les yeux sur les fléchettes, et même tous les clubs, hein, parce que on dit la fédération, mais maintenant on est quand même paquet de clubs, essayer de se réunir et aller en masse, tout simplement faire entendre nos voix, je pense, au niveau politique pour pouvoir que ça change. Après, la question c'était quoi aussi, se diviser en plusieurs. Est-ce que tu penses que ça évolue dans le bon sens? Voilà. Alors, oui. Alors déjà, les Jeux Olympiques, moi j'y crois moyen, parce que ça veut dire qu'il faudrait sortir un sport, ou alors en rajouter, mais je sais pas si c'est possible ça. Donc ça, j'y crois moyen, mais pourquoi pas, hein. Après, les joueurs, aider les joueurs, oui, enfin, du coup, forcément, si un jour on arrive à faire en sorte que ça devienne un sport, forcément les joueurs sont un peu plus aidés. Pour moi déjà, pour que les joueurs soient un peu plus aidés, il faudrait déjà que les résultats apparaissent plus clairement. Je trouve que c'est encore un peu foutraque en France là-dessus, et on sait pas qui est qui, et qu'est-ce qu'il a gagné, et c'est quoi son avérage, et c'est quoi voilà, c'est quoi tous les Open qu'il fait et tout. Donc ça c'est un peu un truc où je trouve que ça manque. La glorification des joueurs par exemple, ça serait quelque chose de pas mal, hein, ne serait-ce que de pouvoir faire des entrées comme ils font au PDC ou autre. Ça donne en confiance, et puis ça permet aussi aux joueurs d'être mis en avant, et je trouve que c'est important. Et évidemment, à partir du moment où ça serait un sport, on aurait plus de moyens, donc peut-être que les joueurs auraient plus de financement, ne serait-ce que pour leur déplacement ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs, quand ils se déplacent, même jouer à l'étranger, s'ils n'ont pas de sponsor, ils payent tout de leur poche. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Dans d'autres sports, ça se passe pas comme ça. Le fait que ça soit pas reconnu comme un sport aussi, si vous avez un travail à côté, que vous jouez aux fléchettes, même en international, comme vous n'êtes pas reconnu comme un sport, vous aurez pas de passe droit comme peuvent avoir dans le sport, où par exemple ils ont droit à des jours de repos parce que c'est des sports des sportifs de haut niveau. Et bien là, ça n'existe pas. Donc tout ça, faut que ça change. Je pense que ça va le devenir, mais ça va pas être tout de suite. Et ça, c'est tous ensemble qu'il faut le faire. C'est pas juste une fédération ou juste un club, c'est vraiment tous les clubs, tous les joueurs de fléchettes réunis. Il faut juste se battre pour essayer de faire en sorte que les fléchettes soient reconnues comme un sport. C'est tout. Du coup, on enchaîne avec la 35e question, c'est Jeff Matty, qui te demande déjà si ton avant-bras va mieux depuis le dernier Open. Et qui se demande si, vu que tu joues avec beaucoup de jeux, vu que tu en testes beaucoup, Ouais. Est-ce que ça te perturbe pas trop, ou justement, peut-être ça t'aide à être plus régulier avec tes fléchettes principales? Alors, pour l'avant-bras, sache que ça va mieux. Effectivement, il était présent le dernier Open en demi-finale. En fait, je suis en demi-finale et j'ai mon bras qui a doublé de volume. Pour X raison, je sais toujours pas. Je pense douleur musculaire, trop forcé sur la journée. Et peut-être on attend un peu trop entre les parties.
Et du coup, quand ça se refroidit, qu'on relance comme ça, je sais pas. Mais oui, ça va beaucoup mieux. J'ai mis des patchs et de la pommade et tout ce que tu veux, donc on va se voir au master régional. Et pour la question, non, moi ça me perturbe pas plus que ça. Au final, je me rends compte que, oui, que justement, ça m'a permis de voir avec quel jeu j'étais à l'aise. Et ça m'a permis du coup, de progresser peut-être. Je sais pas, mais ça me perturbe pas. Ça me perturbait au début, mais maintenant j'y pense plus. Donc, comme j'ai l'habitude, voilà. 36e question de Kevin Dechaine et Thibaut Paulion. Quelle démarche fais-tu pour avoir des partenariats avec des marques et comment s'est passé le sponsoring avec Loxley? C'est toi qui les as démarchés ou c'est eux qui sont venus à toi? Alors, j'ai pas de sponsoring avec Loxley. En fait, voilà. Faut pas tout confondre. Déjà, c'est que des. Y a pas vraiment. Je signe pas de papier. C'est que des trucs de confiance en fait. Donc les marques me les envoient. Comment ça se passe? Je les démarche tout simplement. Ils vont jeter un œil sur ma chaîne. Si mon travail leur plaît, eh bien, ils m'envoient des trucs. Si ça leur plaît pas, eh bien, ils m'en envoient pas, tout simplement, j'imagine. Voilà, c'est tout. Ok, 37e, c'est Nicolas Van Der Beek. Quels sont les points forts et faibles de Vedart et Grandboard? Ça, tu y avais déjà un peu répondu en vidéo. Mais surtout, qu'est-ce que tu penses du target mode avec la double caméra sur Dart Counter? J'en sais rien, je joue pas sur Dart Counter. Donc au moins comme ça, voilà. Ensuite, Vedart. En fait, ça peut être très bien, mais je trouve que les points faibles, c'est au niveau de la qualité de certaines finitions, notamment les boutons par exemple, et l'appli qui est vraiment moins bien sur Vedart. 38, Julien Poppy. Est-ce qu'il y a un classement des joueurs français? Si oui, quelle est donc ta place? Alors oui, un classement des joueurs français. Moi, j'ai commencé en FFD que en janvier, donc j'ai fait en tout 5 Open, je crois. Peut-être 6, 5. Donc, je sais pas si j'ai un classement encore. Peut-être que oui. Si je suis classé, je dois être peut-être dans les 400e. J'en sais rien. En tout cas, je suis 16e, notamment dans la Ligue Sud-Ouest. Donc, je me suis qualifié au Master, sachant que j'ai commencé qu'en janvier et que il me manque 6 mois. Ouais, c'est ça, il me manque 6 mois d'Open avant. Donc je suis assez content de mes résultats en à peine 4 mois. Ouais, à peine 4 mois de licence. 39, Johnny Toté qui te demande combien de triple 20 tu fais sur un 501. Alors, combien de triple 20 je fais sur un 501? Moi, habituellement, ça dépend en fait. Pas tout le temps. Des fois, je fais des 180, des fois, j'en fais pas. Des fois, je fais des. Alors, si tu fais juste des triple 20, j'en fais. Ouais, j'en fais quand même. Ouais, j'en fais souvent. Mais je sais pas, je compte pas forcément. Parce que des fois, je vais aller au triple 19 quand le triple 20 rentre pas, ou au triple 18. Le tout après, c'est d'arriver à se mettre sur un chiffre pair pour essayer de calculer sa ferme à l'avance. Voilà. On arrive à la 40. Joss JL et Cory The Van. Est-ce que tu as prévu une vidéo sur les différentes marques, différents types de shafts et LED combinés? Oui, oui. Oui, c'est prévu. Alors déjà, j'en ai déjà fait. Ah non, peut-être pas combiné, j'en ai pas fait. Non, effectivement. Oui, non, mais c'est prévu. Notamment, j'ai du Target Caflex. J'ai du Condorax. J'ai du Wimo Fusion. Donc oui, ça va arriver. 41, c'est David Routier qui demande les ailettes tissu sont-elles déconseillées en traditionnel? Elle s'abîme peut-être un peu plus vite, mais non. C'est juste que en trad, dans tous les cas, hein, peu importe les aides qu'on met, on les abîme beaucoup plus vite que en électro, c'est certain. Voilà. Donc en tissu, ça s'abîme aussi. Hein. Mais non, c'est pas déconseillé du tout. 42, Jérémy Henry. Pour développer les fléchettes, l'alcool est-il un problème? Oui et non. Moi, je pense pas. Ça n'a pas empêché, par exemple, nos amis
bouliste, hein, qui, qui joue à la pétanque d'arriver à se développer, sachant que ça picole pas mal chez eux. Non, après, le vrai souci, c'est pas forcément l'alcool, c'est l'application des règles, en fait. Il devrait y avoir des règles qui devraient être appliquées. Le mec qui est sur le pas de tir et qui a 4 grammes, il devrait pas jouer, tout simplement. Il y en a, ben, ça se voit pas forcément. Moi, moi, je pense que, franchement, on irait, je suis pas sûr de ça, mais je pense qu'on irait dans la gourde de certains joueurs. Hein, je suis pas sûr que ça soit tout le temps de l'eau. Il n'y a pas vraiment de contrôle anti-alcoolémie ou anti-dopage, d'ailleurs, aux fléchettes. Donc moi, je pense que ça empêcherait rien du tout. 43, Cyrus TV, combien pèsent tes fléchettes? Alors moi, c'est du 23 grammes, les fûts seuls, et je suis sur du 25 grammes monté. En trad, en électro, je suis à 20 grammes. 44, Patrice Lartua, as-tu prévu une vidéo sur la marque Arose? Oui, c'est prévu, je sais pas quand, mais oui, il va y en avoir, bien sûr. 45, Ronan Danon, Vichy, Marc-Antoine Potard, Marcel Parmentier, Vincent Minot, Loïc Gérard. Pourquoi les fléchettes sont plus légères en électro qu'en trad? Est-ce que le poids, influence le vol? Est-il forcément nécessaire d'avoir des pointes acier ou on peut jouer convenablement en conversion? Alors, c'est de très bonnes questions. Pourquoi la différence? Tout simplement, c'était pour protéger les cibles électro. Alors, c'est de moins en moins vrai parce que les matériaux sont de plus en plus costauds et les joueurs jouent de plus en plus lourd. Normalement, il y a une légende qui disait que c'était interdit au-delà de 20 grammes. À ce moment-là, il faut l'expliquer aux constructeurs qui font des fûts à 25 grammes donc en électro. Donc, je sais pas, ça aussi, j'ai jamais vu quelqu'un peser des fléchettes avant de jouer sur un tournoi. Mais bon, ouais, c'est conseillé d'aller pas au-delà de 20 grammes parce que ça peut abîmer les cibles. Donc ça, c'est la raison. Après, honnêtement, la question, vaut mieux-il jouer avec des pointes acier que des points de conversion? Si vous êtes à l'aise avec les points de conversion, ben moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Je connais plein de joueurs qui jouent avec des points de conversion et c'est très très bien. Donc moi j'ai pas d'avis négatif là-dessus du moment que la personne est à l'aise et qu'elle arrive à jouer comme d'habitude. Franchement on peut tout faire. Pour la 46, on a Benoît et Étienne Théodose qui demandent quel est ton jeu préféré en électro? Mon jeu, mais en tant que jeu ou mon jeu en tant que fléchette? Non, je crois que... Parce que là, c'est plutôt cricket ou 501, donc tu vois, c'est des... Ah d'accord, cricket. Ok. En 47, on a Adri Metal qui dit « Comment as-tu fait pour contacter Thibaut Tricol? C'est la première fois qu'il fait une interview sur YouTube, alors ça m'a intrigué. » Alors bon, et déjà, comme j'ai déjà dit, j'ai l'habitude de faire des interviews déjà parce qu'avec mon ancienne chaîne YouTube, j'ai déjà fait des interviews de personnes entre guillemets connues. Là, tout simplement, un ami, Nico, hein, que je vais citer, ma doublette sur Randboard, mon barbu à moi, je t'embrasse. C'est lui qui a contacté Marie Tricol, qui est la femme de Thibaut du coup. Et en fait, tout simplement, elle lui a fait transmettre son numéro de téléphone et puis on s'est appelé. Et puis on a convenu d'un rendez-vous et ça s'est fait tout seul. Voilà. Donc merci Nico, c'est un peu grâce à lui, quand même. Pour la 48e, c'est Olivier Lallemand qui demande est-ce qu'il existe un magasin qui propose de tester différents jeux de fléchettes et cibles? Alors malheureusement, enfin oui, je crois que chez Olidarts on peut le faire. Igor, à un moment, il me semble qu'on pouvait le faire, mais bon, lui, il a plus de magasin physique, il me semble. Et Decathlon, je sais pas trop, j'ai jamais essayé. Hein, donc j'ai envie de dire Decathlon, c'est quand ils font des présentations. Ça arrivait à un moment donné, mais sinon non, malheureusement. Pour la 49e, c'est Fred Quenzet, Aizen et Steph Gondigiano. Tu as commencé en électro avec des combien de grammes et as-tu changé depuis? Et combien as-tu essayé de sets avant de trouver celui qui te correspond?
J'ai commencé en électro avec les fléchettes fournies avec les cibles, donc je sais pas exactement combien c'est, mais on va dire que là où je me suis vraiment rendu compte que je jouais avec des fléchettes avec un certain poids, c'était du 16 grammes, je crois. Et combien j'en ai essayé, je sais pas, 4 ou 5. Sachant que je suis pas toujours fixé sur l'électro, sachant que comme j'ai une différence avec la trad, je suis toujours en train de me poser la question de est-ce que c'est bien ou pas. Puis finalement, je me dis que c'est quand même deux manières différentes de jouer, que ce soit en électro ou en trad. Donc voilà, je suis sur 20 grammes et c'est comme et voilà, c'est tout. 50. Sky Spirit. Pensais-tu que ta chaîne grandirait si vite? Non, pas du tout. Mais alors pas du tout. J'étais assez surpris. Donc c'est super cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué le jeu, qui ont vachement partagé aussi. Donc je remercie. Je remercie aussi la team Old Art Central France dans laquelle je suis rentré, qui a été vachement active là-dessus. Notamment Eddie Richard. Merci beaucoup. Nicolas. Enfin bon bref, tous les potes. Merci. Le club MX Dars, mine de rien, Yannick qui soutient, qui partage tout le temps les vidéos aussi. Et puis les gens que j'ai croisés sur les Open, qui jouent le jeu, qui vont s'abonner à la chaîne, mine de rien, ça paraît stupide, mais ça joue aussi. Et puis bon, moi j'essaye de partager au maximum sans forcément non plus. Je suis pas tout le temps en train de partager mes vidéos partout parce que j'aime pas spammer les gens. J'aime bien que ça se fasse naturellement. Peut-être que je devrais, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pas mon truc, ou même de tout le temps notifier les gens dessus ou quoi, je le fais pas tout le temps. Peut-être que j'ai tort, mais du coup ça marche bien, donc tant mieux, et ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Pour la 51e, c'est Aurel FPV. Je te demande si tu connais un appareil pour compter les points sur Trad, un truc avec pas mal de jeux intégrés. Alors bon, ça existe, mais pour moi, je veux dire, là en 2024, on a tous des téléphones portables. Tu peux télécharger des applis gratuites comme ProDarts ou Darts Counter de Target. C'est gratuit et tu auras plein de jeux dessus intégrés. Voilà, et ça sera directement sur ton téléphone. C'est vraiment le mieux que je peux te proposer parce que je sais qu'on peut acheter des appareils pour ça, mais je trouve ça un peu bête à l'heure des tablettes et des téléphones d'acheter des appareils exprès. Surtout que c'est rien à faire, donc voilà. 52e, c'est Lefranc Fabien que tu as croisé à Casteljaloux, qui te demande, pour l'année prochaine, est-ce que tu vas privilégier la trad sur l'électro pour gagner en performance et augmenter dans le classement régional, voire national, ou bien tu vas rester comme cette année à jouer des open trad et des tournois électro et rester dans la passion des fléchettes en général? Alors, faut savoir que cette année, j'ai commencé un peu tard en trad. J'ai commencé la trad en novembre. J'avais jamais joué en trad avant. J'étais tout le temps en électro. Donc, ça s'est fait un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai commencé à jouer en trad, c'est comme ça que je suis rentré dans un club. C'est comme ça que j'ai eu envie de monter un club. C'est aussi ça qui m'a fait ouvrir ma chaîne. Et en électro, c'est ma première année de tournoi aussi. Donc oui, l'année prochaine, je compte privilégier la trad, c'est-à-dire que je vais le faire vraiment à fond. Je compte même faire des open en WDF. Donc oui, je compte vraiment y aller à fond. Mais ça veut pas forcément dire que je peux pas faire les deux. Donc je vais continuer à faire aussi des open en électro. Après, si je dois faire des choix par rapport à mon emploi du temps, je privilégierai clairement la trad. La 53, c'est Michael Lett qui te demande ce que tu penses de projet Canada. Mais en général, c'est pas si mauvais. Évidemment, il y a plein de trucs qui sont pas fous, mais c'est surtout par rapport à la gamme de prix qu'ils veulent mettre par rapport aux clients qu'ils ont. Faut pas oublier que Decathlon, ça reste un vendeur de sport généraliste, d'articles de sport généraliste, et donc leur but c'est de vendre au maximum de gens, et donc c'est à monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, quand il achète des fléchettes et qu'il n'y connaît rien, mettre 30 balles, déjà mettre 30 euros dans des fléchettes, pour lui c'est énorme. Moi je me rappelle mon premier achat de fléchettes, même à 17 euros, je trouvais ça cher.
alors qu'après finalement on comprend que non. Mais au début, quand on est un peu néophyte, c'est un peu compliqué de s'investir là-dedans et de se dire bon ben allez, hop, c'est parti, on va claquer du pognon. Donc moi je trouve que Decathlon, ils essayent de justement d'être entre les deux, et déjà ils sortent une gamme, moi je trouve, qui est pas très chère, hein, pour du 90% tungstène, mais qui reste aux yeux du grand public cher, et notamment ont des retours très négatifs sur leurs tiges. Parce que les gens n'y connaissent pas assez, et pour eux, si les tiges se cassent, c'est que c'est des produits de mauvaise qualité. Alors que non, justement, quand on n'y connaît pas grand-chose, ça veut dire qu'on a acheté des fléchettes c'est les fûts, hein, qu'on achète quand on achète des fléchettes, c'est pas les tiges. Les tiges, c'est comme des cordes d'une guitare, ça reste du périssable, ça se change tout le temps. Donc voilà, je sais que ils essayent de faire de leur mieux, justement de se battre un peu contre ça, et c'est pas évident quand on est un vendeur d'articles de sport, et c'est cool qu'ils fassent ça justement, parce qu'ils aident au développement des fléchettes en France, qu'on le veuille ou non. Ils pourraient faire des articles de meilleure qualité, mais je trouve que dans l'ensemble, ils s'en sortent pas trop mal. Pour la 54e, on a une question de Joe 92. J'avais sélectionné, mais qui a un petit peu répondu, c'est quand as-tu commencé à jouer encore? Du coup, j'ai commencé en janvier, j'ai fait mon premier Open de trad de toute ma vie en janvier. Voilà, donc premier Open où je crois que je sors en 8e de finale ou en quart de finale. Et après, j'ai tout le temps été ou en finale ou en demi, donc je suis très content de mon parcours. Et donc, ouais, je joue depuis novembre en trad. J'avais jamais touché à la trad avant. La 55e, c'est Wilfried Warry. Je te demande si tu restes là-bas ou si tu gagnes la Coupe de France. Alors, comment te dire? Non. Mais bon, ça n'empêchera pas de gagner la Coupe de France si je peux le faire. 56, on a quels sont tes objectifs dans le monde des darts jusqu'à quel niveau tu veux? Eh bien, alors, moi, je vais être clair là-dessus et j'ai aucun souci avec ça. Si j'y arrive pas, tant pis. Mais en tout cas, moi, mes objectifs, c'est d'aller tout en haut, en fait. Enfin, quand on est compétiteur, on se dit pas, je vais rester dans mon petit coin, non. Moi, mon objectif, c'est d'aller rejoindre Thibaut au PDC, c'est d'aller faire de la WDF, c'est d'essayer de faire des fléchettes et de devenir un champion là-dedans. Mais après, voilà, je vais tout faire pour. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Je pense que je peux le faire. Je suis même sûr que je pourrais y arriver, donc je vais aller là-dedans. Et puis, si je me trompe, au moins je me serai amusé. La 57e, c'est Baptiste Boule. Et c'est d'ailleurs, il me semble, la dernière question. Ah, dernière question. Ouh! Il te demande as-tu déjà essayé Darts Live Home? Alors non, jamais essayé Darts Live Home. Et donc du coup j'en passerai. Je suis désolé pour une réponse aussi nette. J'ai jamais essayé, je sais même pas à quoi ressemble l'application, honnêtement. Je sais même pas à quoi ressemble le matériel. Enfin si, je sais à quoi elles ressemblent. Je sais qu'elles ont pas de boutons apparents. Ça m'a un peu surpris, mais pourquoi pas. Donc j'en pense rien. J'aimerais bien pouvoir tester ça sur la chaîne. Je sais pas trop comment d'ailleurs. Les pistes je pourrais avoir pour pouvoir tester au moins une de ces cibles, mais du coup j'ai pas d'avis. Je trouve dommage, il y a un seul truc où j'ai un avis, parce qu'il me semble qu'on puisse pas utiliser la carte qu'on a en tant que joueur Darts Live, par exemple, pour les championnats. Il me semble qu'on peut pas l'utiliser à la maison, et je trouve ça dommage justement que s'il n'y ait pas ce côté-là où je sais pas, qu'on puisse augmenter sa moyenne ou suivre ses stats par rapport à sa carte normale de match. Enfin après j'en sais rien, ça se trouve je me trompe et on peut, mais il me semble que j'avais vu ça. Donc voilà, j'ai pas plus d'idées que ça là-dessus, mais si quelqu'un a un plan pour essayer ça, avec plaisir. Voilà, c'est fini. Du coup, on a fait toutes les questions. Bon, alors que je vous dise, avant que la vidéo se coupe, cette vidéo était très très dure à se faire, non pas parce qu'il y avait beaucoup de questions, parce qu'on a eu énormément de problèmes techniques. J'ai mon ordinateur qui a fait que se couper, je sais pas si c'est dû à un virus, si c'est dû à une mauvaise mise à jour ou quoi. Donc ça a été une vraie galère à chaque fois, ça a été coupé.
reprendre, couper, reprendre, couper, reprendre. Au final, ça fait 4 heures qu'on enregistre cette FAQ. En plus, il y avait énormément de questions. Donc, je suis désolé si à un moment, j'ai peut-être paru un peu moins dedans qu'au début. Mais je pense que c'est dû à tout ça. Après, on s'est quand même amusé à répondre. En tout cas, je vous remercie vraiment pour ça. Donc là, forcément, il va falloir qu'on fasse le tirage au sort. Donc c'est parti, on va aller sur l'application pour faire un tirage au sort. Et je vais vous dire dans cette vidéo qui a gagné le set des The Imp de Loxley. Donc là, c'est parti. Je sais pas exactement comment ça marche, mais j'ai vu que c'était tout le monde. Il y a un seul gagnant. Donc c'est parti, confirmé. Donc là, il y a tous les participants, hein. 128 au total participants, donc vous étiez vraiment nombreux. Donc attention. Waouh, il y a même le petit décompte qui est le grand gagnant. Et c'est Lolo Arnaud. Pourrais-tu savoir le poids des Loxley? D'accord, qui avait demandé le poids des Loxley, donc c'était des 23 grammes. Je me rappelle très bien avoir répondu à ce commentaire. En tout cas, le Lolo Arnaud, félicitations à toi. Félicitations à toi. Bravo, bravo pour ta participation. N'hésite pas à me contacter. Alors directement soit sur mon mail frenchdartsreview@gmail.com ou alors sur Facebook sur la page French Darts Review ou sur Instagram sur la page French Darts Review ou même sur Twitter. Donc voilà, bravo à toi, n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées et puis félicitations. Bravo, merci à tout le monde d'avoir participé. Je sais qu'il doit y avoir des déçus. La prochaine fois, pour les 1000 abonnés, je ferai gagner plus de choses, c'est promis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui doit être méga longue. Je vais essayer au montage de faire un peu, de rythmer tout ça. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde et ciao.